Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce jeudi d'Acrimède. Alors on me dit de rappeler avant toute chose que si l'entrée est libre et gratuite, ça ne vous dispense pas de soutenir Acrimède qui en a un ardent besoin en ce moment. Et voilà, on publiera des choses à ce propos sur le site dans peu de temps. Pour nous soutenir et aussi pour votre propre agrément, vous avez là-bas une boutique richement garnie avec nos publications, nos ouvrages, le DVD des Nouvelles Chiens de Garde et notamment le magazine Médiacritique consacré aux questions écologiques que nous avons publié en fin d'année dernière. Alors, donc ce jeudi d'Acrimède va être consacré, on l'a intitulé les questions environnementales au prisme des médias. Donc, comment les médias traitent, ou plutôt maltraitent l'écologie et les questions environnementales. C'est une question qui nous semble importante, alors déjà en elle-même, mais bon, c'est pas dans le rôle d'Acrimède de se prononcer sur les questions politiques, sur le fond des questions environnementales, mais c'est aussi une question importante pour la critique des médias. Parce qu'on pense qu'elle fournit une triste illustration de ce qu'on dit largement par ailleurs. Acrimède s'est longtemps surtout intéressé à la façon dont les médias traitaient les mobilisations sociales. On voit que sur les questions environnementales, les problèmes sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire un pluralisme complètement déficient et puis une indépendance dans le traitement d'informations qui est sujet à de lourdes critiques. Voilà, je vais faire très court, donc je vais tout de suite passer la parole à Jean-Baptiste Combi, qui va vous dire tout ça beaucoup mieux que moi, et puis après, le débat s'engagera avec la salle. Oui, merci Blaise. Je ne sais pas si je vais dire ça mieux que toi, en tout cas, je vais prolonger ce que tu as dit. En évitant surtout de faire un exposé, enfin je pense que je suis assez dans la même logique qu'Hervé Kempf, c'est-à-dire que l'idée c'est, je pense vraiment qu'on discute, d'autant qu'il y a le numéro d'Acrimède qui est sorti du média écologique, je vais surtout pas répéter ce que j'ai pu commettre dedans. Mais avant de commencer, je vais juste saluer très sincèrement le travail d'Acrimède, parce que bon, tout le monde connaît, je pense ici avec Kempf, vous me connaissez probablement pas, parce que je suis sociologue des médias. Et je peux vous dire que le boulot d'Acrimède, c'est un outil pédagogique vraiment très très utile pour aider les étudiants à rompre avec leur vision commune des médias ou leur vision un peu enchantée des médias, surtout dans un département d'information et de communication où on enseigne aussi pas mal de la sociologie. Et je pense que c'est important de s'encourager aussi quand on a une activité critique, quand on refuse de prendre des choses comme elles nous viennent. Voilà, donc je tiens vraiment à saluer et à remercier Acrimède et toute l'équipe pour le travail et puis pour nous permettre effectivement d'aborder cette question de l'environnement. Alors peut-être pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose cette phrase extraite d'un rapport de l'Agence européenne de l'environnement paru en 2005, l'environnement en Europe, état de perspective, un genre de littérature un peu soporifique. Mais on peut lire des choses assez surprenantes, enfin surprenantes, je ne sais pas, en tout cas ça nous met dans l'ambiance et je pense que c'est un bon point de départ. On y lit notamment, alors bon, l'Agence européenne de l'environnement, si je ne connais pas, je vous rassure, c'est pas des gens très critiques, hein, c'est plutôt des gens de l'élite européenne, de la démocratie européenne. Et donc on y lit par exemple, en 2005, ils nous disent que l'existence de limites physiques à la poursuite de la croissance économique, basée sur l'utilisation de ressources, est désormais généralement admise. Donc effectivement, on vit dans un monde aux ressources naturelles infinies, et donc la croissance économique infinie dans ces conditions-là mérite d'être questionnée. Et donc du coup, pour reprendre ce que disait Blaise, je pense qu'en effet, les questions dites écologiques ou environnementales sont intéressantes pour observer de quelle façon un ordre social, je vais juste préciser après ce que j'entends par ordre social, en dominant, en l'occurrence l'ordre social capitaliste, se maintient, se conserve, se perpétue. Donc l'ordre social, en sociologie, c'est d'abord les relations entre des classes sociales, entre des groupes sociaux, donc des relations asymétriques, hiérarchiques, inégales. Et donc l'ordre social, en fait, c'est à la fois ce rapport hiérarchique entre les différentes catégories sociales, les différentes classes sociales, et c'est également, du coup, tous les mécanismes, les structures qui
organise, ordonne la distribution des richesses matérielles symboliques, faisant que les classes sociales occupent des positions asymétriques, inégales dans la société. Et donc, pourquoi l'environnement, finalement, nous renseigner, nous informer sur ce conservatisme social? Parce que, bien sûr, la plupart des problèmes environnementaux sont en fait des problèmes avant tout sociaux. Alors moi j'ai travaillé essentiellement sur la question du changement climatique, j'en dirai un mot dans un instant, mais le problème climatique c'est un problème social dans la mesure où il interroge essentiellement les modes de production et de consommation dominants d'une société, donc l'organisation sociale. À la fois donc, les structures, les mécanismes dominants, mais également toutes les valeurs qui les accompagnent et qui les légitiment. C'est un rapport au temps, un rapport à l'espace, un rapport à la mobilité, un rapport au confort matériel, etc. Je pense qu'une première façon de préserver l'ordre social des critiques que pourraient lui opposer les enjeux environnementaux, c'est de faire oublier que les enjeux écologiques, les enjeux environnementaux sont avant tout des problèmes tributaires de l'organisation sociale dominante, une organisation sociale basée sur la concurrence, la compétitivité, la rapidité, l'immédiateté, le matérialisme, le productivisme, le consumérisme, etc. Et donc quand on dit qu'on voit le problème environnemental, le problème écologique, de question environnementale, à mon avis on commet un petit mensonge par ambition en disant que c'est d'abord aussi et surtout des problèmes sociaux. Alors, peut-être dire juste un mot de ce que j'ai essayé d'observer. En fait, moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment les changements climatiques, les enjeux liés au changement climatique, ont été valorisés médiatiquement et politiquement en France. Et cette valorisation, elle date en fait de 2003-2004. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes mes recherches, ça serait très fastidieux et pas très intéressant, mais quelque chose d'assez simple à comprendre et à mon avis intéressant à discuter, c'est que finalement le problème climatique, la question climatique est devenue un problème important pour les médias et les responsables politiques en France à partir du moment où c'était un problème qui avait été lissé, toiletté idéologiquement. C'est-à-dire à partir du moment où on avait, on pourrait dire peut-être dépolitisé cette question. On en avait fait un enjeu, c'est ni la droite ni la gauche. C'est tout le monde qui doit se sentir concerné, et tout le monde pourquoi? Parce que les principaux responsables, ce sont les individus. Nous sommes, si la planète va mal, c'est de notre faute. Donc il y a eu... alors ça explique aussi... tout ça est lié à des transformations sociales un peu complexes qui se sont déroulées à la fin des années 90, début des années 2000, à la fois dans le champ journalistique, mais également dans les champs administratifs, dans le champ de l'expertise, notamment l'expertise sociale, et en tout cas tout un tas d'acteurs qui se sont mobilisés et qui se sont mis d'accord sur le fait que 50% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées au comportement des individus. Et ce qui a permis de justifier tout un tas de politiques publiques dites incitatives, crédit d'impôt, prêt à taux zéro, et également une campagne de communication qui en fait était réellement une politique publique à part entière. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que cette campagne de communication a gardé la même signature pendant plus de 9 ans, ce qui est inédit en France. Une campagne de communication gouvernementale avec la même signature, en l'occurrence c'était l'économie d'énergie, il faut que ça chauffe, qui dure aussi longtemps, avec autant de budget, ça s'était jamais vu. Donc moi j'essayais de comprendre pourquoi, ce que ça signifiait, etc. Et donc c'est qu'il y avait en fait une individualisation du problème climatique. C'est-à-dire que les responsables c'était les individus, et que du coup il fallait beaucoup communiquer, informer les individus avec cette idée qu'en situation d'information pure et parfaite, les individus se comporteraient de façon rationnelle, avec une vision très néolibérale des comportements de l'individu, etc., qui évidemment est toujours pensée indépendamment de sa propriété sociale. Et donc, individualisation du problème, qui est une forme du coup de dépolitiser, c'est-à-dire qu'on passe, la question climatique est passée de la sphère collective et publique des débats, de la discussion, à une affaire de comportement privé, routinier, dans la sphère domestique. Et du coup, cette individualisation, elle profitait d'une forme de neutralité. Tout le monde est d'accord, et puis c'est pas un problème de temps politique, il n'y a pas besoin de... c'est pas une question de modèle de société, c'est une question de comportement individuel. On va changer les individus pour changer la société. Ce sont des discours qu'on entend constamment. Bon, sauf que ce que nous apprend la sociologie, c'est
si on veut changer l'individu, il faut aussi changer la société. Et ça, depuis Durkheim, Norbert Elias, tous les sociologues majeurs sont moins d'accord là-dessus. Et donc, une question dépolitisée, mais idéologiquement très orientée. Parce que, pour plusieurs raisons, une raison, un exemple de cette orientation idéologique, sociologique, sociale et politique de cette individualisation de la question climatique, c'est que tous les individus sont responsables et ils sont également responsables. Sauf que, quand on regarde les données, alors on parle beaucoup d'inégalité sociale face à l'environnement, quand on pense à ceux qui sont victimes des catastrophes environnementales, des pollutions. Donc on parle d'inégalité sociale face à l'environnement, souvent sous le rapport de l'exposition aux nuisances environnementales. Mais sur la question climatique, il est aussi intéressant de s'intéresser aux inégalités sociales de contribution au problème. C'est-à-dire qu'on observe que ceux qui polluent le plus, tout un tas de données statistiques convergent pour affirmer que les individus qui polluent le plus sont les individus les plus dotés en ressources économiques, donc qui appartiennent aux classes sociales supérieures. C'est-à-dire que plus on a de l'argent, plus on a du patrimoine, un volume de richesse patrimoniale élevé, plus notre style de vie fait qu'on va détruire la planète. On va dire vite. Et à l'inverse, plus on est modeste, moins notre style de vie est pollueur. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que, du coup j'ai pu travailler là-dessus, j'ai fait des entretiens, des retraitements de données statistiques, c'est que c'est tout le paradoxe, ce que j'appelle le paradoxe social de l'éco-citoyenneté, c'est que ce sont ceux qui polluent le plus, qui sont les plus à même de faire valoir leur propre éco-citoyenneté. De dire, ah non, mais oui, alors c'est vrai que je roule en 4x4, mais j'ai du double vitrage, et puis j'ai un bâtiment dernière génération, très bien isolé, etc. Seuls les riches peuvent finalement se permettre. Je simplifie un petit peu, on pourra préciser si vous voulez dans la discussion. Et à l'inverse, les membres des classes populaires, ceux qui polluent le moins, sont ceux qui sont les moins disposés à faire valoir leur bonne conscience environnementale. Parce qu'eux, ils ont d'autres soucis. Ils ne réfléchissent pas aux générations futures, etc. Ils réfléchissent à savoir comment ils vont mourir déjà leurs enfants à la fin du mois. Et puis eux, ils ne se déplacent pas beaucoup. Et puis ils ne chauffent pas des grandes surfaces. Et puis, certes, alors ils achètent souvent ce qui coûte le moins cher, donc souvent des choses qui, effectivement, en termes de coût, de mode de production, sont en cycle de vie assez polluants, mais ils achètent beaucoup moins. Et donc là, il y a tout un tas de données qui convergent pour confirmer ces choses-là. Donc du coup, on voit que tous ces discours d'éco-citoyenneté qui sont relayés dans les médias à travers une médiatisation de l'environnement environnemental sur les conséquences pour sensibiliser les individus. Je reviens un peu sur les journalistes. Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai observé, c'est que plus les journalistes parlaient du changement climatique, plus ils parlaient des conséquences du changement climatique. Et non pas des causes. C'est aussi une manière d'éviter les enjeux politiques. Donc ils parlent des conséquences, et ils en parlent parce que c'est concernant. Le maître mot dans toute rédaction, ligne de ce nom, c'est qu'il faut faire produire une information concernant qui concerne l'individu. Puis c'était un moyen aussi de rendre concret et palpable un problème du changement climatique qui, il y a une dizaine d'années, était lointain dans le temps, dans l'espace, impalpable, abstrait. Donc là, il fallait le mettre en image, il fallait le rendre concret. Et puis c'était aussi une façon de participer à l'effort national de sensibilisation du plus grand nombre à l'environnement. Sensibiliser, ça a deux significations, c'est rendre sensible, donc là on devient sensible, et puis c'est faire prendre conscience. Et on dit, voilà, nous, quasiment, ce reportage, c'est ce qui fait prendre conscience aux gens des enjeux. Et c'est comme ça qu'ils vont changer leur comportement. Je veux dire, les hauts fonctionnaires en charge de cette question-là ne pouvaient pas espérer mieux de la part des journalistes. Les journalistes se faisaient vraiment les relais, mais c'était pas un calcul cynique, c'était des logiques convergentes, des logiques d'action, des logiques professionnelles convergentes, qui disaient qu'ils se retrouvaient finalement à produire un traitement journalistique de la question. Alors, c'est une tendance, évidemment, il y avait des exceptions, mais j'ai surtout travaillé sur les JT aussi du soir. Mais bon, des collègues qui ont travaillé sur la presse écrite ont des résultats assez similaires. Donc voilà, donc du coup, je sens que je suis un peu trop long, j'ai envie d'être trop long. Pour résumer, on a un débat public. Alors, ça fait les médias, c'est-à-dire TF1, France 2, les médias généralistes nationaux, dans leur ensemble, ont une
une approche de la question climatique qui est très semblable, très similaire, c'est assez frappant. Et du coup, on constate qu'il y a un débat public sur le climat, un débat médiatique sur le climat, qui est très peu coloré idéologiquement, qui est totalement monochrome. Il n'y a pas de pluralisme idéologique, c'est de toute façon, c'est systématiquement pensé à travers les grilles d'analyse, d'interprétation du capitalisme vert, de la croissance verte, donc ce qui était avant le développement durable. Voilà. Et on ne change pas, enfin voilà, à aucun moment, ou très rarement, et de façon toujours assez du coup particulière, illustrée dans le livre d'Aquimet sur l'écologie, toujours sur une forme un peu folklorique et exotique, on parle de ceux qui effectivement disent qu'il faudrait peut-être interroger l'ordre social capitaliste à la lumière des enjeux environnementaux. Mais voilà, c'est extrêmement rare. Quand ces gens-là, j'ose penser qu'on est un certain nombre ce soir à dire que pourtant ce serait peut-être pas mal, ne serait que poser la question. Est-ce que le capitalisme est compatible avec les enjeux environnementaux tels que le changement climatique et tout un tas d'autres? Et bien, ces questions-là sont tout bonnement évacuées du débat public, ce qui est lié au fonctionnement du champ journalistique, ce qui est aussi lié au fait que ce que j'appelle moi des entrepreneurs de politisation, des gens qui font justement, qui donnent un peu d'amplitude idéologique au débat, eh bien, s'en détournent. Ils s'en détournent parce que c'est difficile et c'est de moins en moins possible de continuer. Alors, je pense par exemple à des journalistes du Monde qui se sont fait censurer, qui sont partis du Monde, mais je parle, suivez mon regard, mais je pense aussi à des sociologues ou des gens sensibles aux approches sociologiques ou avec des sensibilités politiques différentes dans des administrations comme l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Des gens qui étaient dans ces administrations-là et qui à un moment donné se rendaient compte qu'ils avaient beau essayer de faire entendre un autre son de cloche, ils ne récoltaient que des sourires condescendants et donc ils finissent par un moment partir. Ou être mis au placard et tout ça, faire de ça. Certains aussi finissant par se convertir un petit peu à l'idéologie dominante et à se dire bon, ben, effectivement, on va essayer de changer les individus pour changer la société, et puis ils abandonnent progressivement l'idée d'agir sur les structures sociales. Il y a également beaucoup d'évolutions de ce type-là dans les ONG environnementales, Greenpeace, WWF, France Nature Environnement, etc. Bon, je ne parle pas de la FNH, de l'UAO, mais ce sont des lieux qui, du point de vue des dominants, des élites politiques, sont vus comme des militants, et du point de vue des militants activistes, sont vus comme des sous-fifres de la fonction publique. Et je pense que ce sont aussi des lieux qui ont été séduits et un peu gangrénés par ce que j'appelle la doxa sensibilisatrice, cette idée qu'il faut absolument sensibiliser les individus, et c'est comme ça qu'on changera la société. Sans jamais, ce qui est un moyen, vous avez compris, d'éviter de penser le changement des structures sociales de l'ordre social. Et du coup, ça m'invite, et j'en viens à mon dernier point, qui sera sous forme de plus de questionnement, à réfléchir en fait à la question, voilà, et je pense que c'est une des questions qui anime aussi Acrimed, c'est-à-dire quels sont les moyens, comment retrouver un pluralisme idéologique dans les médias dominants. Et je pense que c'est aussi cette question-là que permet de soulever de façon assez aiguë les enjeux environnementaux. Alors déjà, on peut un peu questionner la question, c'est-à-dire retrouver un pluralisme idéologique. C'est-à-dire qu'on a fait le constat qu'il n'y avait plus réellement de pluralisme idéologique dans les médias et que, ça, le constat, sur la question climatique, il est assez flagrant, même si on peut toujours le discuter, mais... et puis c'est aussi, du coup, se dire que le pluralisme idéologique, c'est important. Quand on pose cette question-là, on se dit que c'est important parce que il en va de la démocratie, il en va des choix de société, et si on réduit tout à une affaire d'individu, ça devient un problème moral et non plus un problème politique. Alors comment faire? Alors là, c'est là où je vous pose la question, mais avec une forme de question, c'est-à-dire, à mon avis, c'est important aussi de réfléchir du coup aux médias alternatifs, en tout cas aux espaces de débat public alternatifs, voilà, qui ont toujours existé, historiquement. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Là, je pense que Hervé Pierre aura beaucoup de choses à nous dire. Quelles sont leurs potentialités? Dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent justement parvenir à craqueler, à fissurer le débat public dominant conventionnel? Mais bon, ces médias alternatifs,
ces luttes militantes, activistes, alternatives, finalement, est-ce qu'elles ont intérêt à, est-ce que c'est leur objectif d'être, de faire la lutte du JT de TF1? Je pense qu'il vaudrait mieux pas. Mais ça, voilà, c'est à discuter. Ensuite, deuxième question, quel effet de la critique des médias? Quel effet d'Acrimed sur tout ça? Et avec une... voilà, pour ouvrir un peu le débat, dans quelle mesure est-ce que la critique des médias peut se contenter de critiquer le travail des journalistes et les conditions dans lesquelles ils travaillent? Et du coup, je reviens à ma troisième question, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il ne faudrait pas aussi davantage s'interroger sur la diversification idéologique des sources des journalistes? Et donc on retombe sur la première question, c'est-à-dire finalement ceux qui portent des lectures alternatives des enjeux, ceux qui remettent en cause l'ordre social, ceux qui disent que le capitalisme c'est bien une idéologie, qu'il n'y a pas que celle-là, et qu'on peut en avoir d'autres, qu'on peut en discuter d'autres. En quelle mesure est-ce qu'ils doivent être des sources importantes des journalistes? Moi, mon sentiment, je vous le livre, je m'arrête là, c'est que on ne pourra pas modifier le débat public dominant, le débat médiatique dominant et conventionnel, c'est-à-dire celui qui anime les éditorialistes de la place de Paris, les médias dominants, de Ouest France aux Échos, c'est ce débat public-là, c'est de ça dont je parle, qui est dominant en termes d'audience aussi. Pas oublier. Je pense qu'on ne pourra pas le changer tant qu'on n'aura pas modifié les structures sociales duquel il émerge. Et les structures sociales, c'est-à-dire l'institution scolaire, c'est-à-dire le marché du travail, le marché immobilier, les financements publics, etc. Et là, je pense que ça pose une question à la fois de sociologie, mais aussi d'activité militante plus générale. Voilà. Et quand on y réfléchit, vous le savez tout aussi bien que moi, la déprime peut guetter, et je pense que c'est pour ça que je vais commencer par saluer, et le refais pour terminer, le travail d'Acrimed, parce que voilà, ça sert, c'est utile, et les étudiants l'apprécient, y compris des étudiants de l'université qui pourtant produisent des élites, mais ils l'apprécient, ils sont sensibles. Quand je leur montre des extraits de Motion Guard, quand je les invite à lire la média critique, à aller sur le site, ben, je m'aperçois que voilà, il y en a qui accrochent, pas beaucoup, mais suffisamment pour continuer.